Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette principale édition de la journée. Tout de suite, les titres de cette édition. Jour de finale, jour de vérité pour cette 28e CAN. Qui de la Zambie ou de la Côte d'Ivoire va rentrer avec Dame Coupe dans ses valises? L'espoir et le sentiment le mieux partagé par les protagonistes. Sur l'international, le monde de la musique est en deuil. La diva Whitney Houston est décédée hier dans son hôtel. Elle a été retrouvée morte dans sa chambre. Bienvenue dans cette édition. À quelques heures de la finale devant opposer la Zambie à la Côte d'Ivoire, les protégés d'Hervé Renard ont-ils les capacités de faire tomber le grand favori ivoirien? Ils y croient dur comme fer. Du côté de la Côte d'Ivoire, on est bien déterminé à remporter Dame Coupe. Et si la Zambie réussissait la passe de 3? Après avoir battu le Sénégal, le Ghana, les Chipolopoulos ont-ils les moyens de perturber l'armada de stars des éléphants? Hervé Renard, le sélectionneur zambien, y croit forcément. Un mental très fort, aucune crainte, beaucoup de respect pour cette équipe, mais aucune crainte, et l'envie de brandir le trophée dimanche soir aux alentours de 22h30. Pas de grosses individualités donc, mais deux personnalités qui se détachent. Les deux attaquants Mayuka et Katongo. Cela suffira-t-il pour contrecarrer le dessein des Ivoiriens, grands favoris de ce match? Les joueurs, on les connaît. Ils jouent dans les plus grands clubs européens, mais résisteront-ils à la pression? Pour moi, au niveau personnel, c'est pas le plus important, c'est de ramener cette coupe à la Côte d'Ivoire qu'elle attend depuis des années. Et c'est une manière aussi de pouvoir récompenser aussi toutes les victimes de la Côte d'Ivoire et de notre soutien. Je pense que nos footballeurs n'ont que ça à apporter à la nation ivoirienne de football. La Côte d'Ivoire n'a plus remporté la CAN depuis 20 ans, 20 longues années. Pour la Zambie, il y a un palmarès à écrire après 2 échecs en finale en 1974 et 1994. Celui de 80. Les drapeaux et les maillots ivoiriens se vendent comme de petits pains en Côte d'Ivoire. Les supporters sont derrière leur équipe pour l'accompagner jusqu'à la victoire finale. La Côte d'Ivoire atteint ainsi son second trophée après celui de 1992. Les Ivoiriens espèrent remporter cette coupe pour consolider leur unité nationale. Kabiru Olowo, ce jeune tailleur nigérian qui vit depuis quelques années à Abidjan, a le moral. Tous ces maillots et drapeaux ivoiriens confectionnés tout au long de cette CAN ont été très bien vendus. Alors à la veille de cette finale, il ne fait qu'une prière. La prière qu'il fait chaque jour, Dieu n'a quand même la coupe là. Ouais, c'est mon chien qui est là. En attendant cette finale, une forte fièvre patriotique s'est emparée de tout le pays. Cette coupe, chacun la veut, sans toutefois sous-estimer l'adversaire en face. Je pense que la Côte d'Ivoire doit se concentrer au maximum pour affronter cette équipe de la Zambie parce que nous sommes rendus compte qu'il n'y a pas de petites équipes dans cette CAN. Il n'y a pas de match. Je suis sûr et je persiste. Nous allons gagner peut-être 2-0 ou 1-0, mais nous allons prendre cette coupe. Pour soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire, chacun y va de sa fantaisie. Car au-delà de cette victoire sportive attendue, les Ivoiriens veulent surtout voir le signe d'une renaissance. Le peuple, la population, le gouvernement, bien entendu avec le président de la République en tout premier lieu, attendent cette victoire qui va être un des vecteurs, un des points forts pour marquer cette réconciliation, pour marquer aussi le rebond de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations. Un second trophée après celui de 1992 ferait certainement du bien au moral des Ivoiriens qui sortent d'une décennie de crise. Mais il faudra bien plus qu'une victoire en Coupe d'Afrique des Nations de football pour sceller durablement la réconciliation nationale. Le Mali, lui, connaît sa place sur le podium. Il a remporté la petite finale face au Ghana, 2-1. C'est le score qui a permis aux Aigles du Mali de pouvoir monter sur ce podium. Retour sur cet exploit malien signé Thierno Tramé. Diakité et ses partenaires, bravo. Le Mali sur le podium, le Ghana au pied du podium. Les Black Stars sans Asamoah Gyan n'ont pas réédité le coup des phases de poule face à une très bonne équipe malienne. Domination d'entrée des Ghanéens, mais la première action sérieuse est malienne. Le tir de Dembélé à la 4e minute n'est pas cadré. À la 7e minute, le même Dembélé récupère un ballon sur le flanc gauche. Son centre atterrit sur la barre transversale. Réaction du Ghana avec Jordan Ayew qui reprend au centre de Pencil, dévié par André Ayew à la 22e minute.
Une minute après, les Maliens obtiennent un corner. Seydou Keita sert Diakité dont la frappe est détournée par Kouarassé dans le pied de Cheikh Diabaté qui pousse le ballon dans les filets ghanéens. Qui inscrit son deuxième but du tournoi, le premier dans cette rencontre. Loin de s'arrêter là, les Aigles maintiennent la pression et à la demi-heure de jeu, Diakité échoue devant Kouarassé, le très sollicité gardien Black Star. Les deux équipes regagnent les vestiaires sur le score d'1-0 en faveur des Aigles du Mali. Voilà la défense. De retour des vestiaires, les Black Stars se montrent très entreprenants. Tago est le premier à se signaler. Sur l'action qui suit, Muntari croit avoir égalisé, mais il est en position illicite. Le match est tendu, les deux équipes ne se font pas de cadeaux. Vorsa, coupable d'une faute grossière sur Cheikh Diabaté, est exclu. En supériorité numérique, les Maliens corsent l'addition. Tamboura offre un caviar à Cheikh Diabaté qui signe le doublé. 2-0, c'est le score au coup de sifflet final. Les Maliens obtiennent leur revanche, le même score que lors du match de poule qu'ils avaient perdu. Après avoir été éliminé au premier tour en 2010, le Mali a fait bonne figure et peut déjà se projeter vers 2013 en toute sérénité. Qui termine donc troisième de cette compétition. Le Mali est troisième grâce à ce 2-0 et la finale ce sera cet après-midi à partir de 19h. Le Descouptoir vous donne rendez-vous à partir de 18h. Autre aspect de l'actualité après Dakar, Mbour lance son opération Ville propre. Cette initiative du ministère du Genre et du Cadre de Vie compte donner de grands coups de balai à toutes les villes du Sénégal. Et pour cette opération de Mbour, un important lot de matériel de nettoyage a été mis dans la disposition des 8 communes d'arrondissement de Mbour. Ibrahim Ndong était sur les lieux. Aujourd'hui, nous sommes là pour lancer, au nom du ministre d'État, Mme Awandiaï, ministre de la Culture, du Genre et du Cadre de Vie, pour lancer l'opération Mbour département propre. Pour la réussite d'une telle mission, d'importants dispositifs a été mis en place. L'objectif est clair, débarrasser toutes les communes de Mbour de ces dépôts sauvages d'ordures. Mbour avait beaucoup de dépôts sauvages. Et aujourd'hui, c'est une occasion unique pour nous débarrasser de tous ces déchets. L'activité de ces pelleteuses dans la matinée ne laisse pas indifférent les riverains de la zone sonatelle. Ils observent avec attention ce qui se passe. Je suis très content pour aujourd'hui. On nous enlève les déchets qui sont dans notre quartier. Souvent, il y a des maladies liées par les ordures. Je suis vraiment contente de cette opération de nettoiement. Ce n'est que bénéfique pour tous les riverains. Parce que nous sommes exposés à toutes sortes de maladies, surtout durant la saison des pluies. À Nguerhor, comme dans la commune de Somone, du matériel a été distribué aux populations. Au-delà de cette opération, un dispositif de gestion des déchets va également être mis en place. C'est que déjà, la cellule qui a été mise en place au niveau du ministère du Cadre de Vie, il y aura un détachement. Quelqu'un va être chargé de coordonner toutes les questions liées au nettoiement au nom de l'État dans le département de Mbour. Les inspectrices du nettoiement vont venir à Mbour, former les populations, les encadrer, les accompagner. Et nous aurons également une inspectrice de nettoiement qui sera là à Mbour pour accompagner les populations. Prévu pour une durée de 3 jours, l'opération Mbour Ville propre va se poursuivre jusqu'au 19 février. Le ministre de la Culture, du Genre et du Cadre de Vie compte élargir cette opération dans les autres localités du Sénégal. Nous restons sur la petite côte pour parler de Pointe-Sarène. Nous allons à la découverte de cette localité. Pointe-Sarène, un nom qui rime avec localité paisible, très paisible d'ailleurs. Cette bourgade de 6 000 âmes a comme activité principale la pêche. Pointe-Sarène sera bientôt érigée en station balnéaire, ce qui va booster le développement du tourisme dans cette localité. Ibrahim Diallo nous propose cette belle carte postale de Pointe-Sarène. Au coucher du soleil à Pointe-Sarène, une localité serrère située sur la petite côte. Pour ce jeune berger, c'est le moment idéal pour extraire le lait pour la consommation familiale. Dans les foyers, les femmes de ménage préparent déjà le repas de la soirée. Je pille le mil le soir, le lendemain je l'amène au moulin avant de le préparer. Entre ces femmes de Kokoli situées à la périphérie de cette bourgade et le couscous, c'est une vieille histoire. En atteste cette représentation sur scène qu'elle nous livre sur la place publique.
C'est ça notre tradition. En pays sérère, le couscous est sacré. Vous voyez la préparation, c'est toute une chaîne. Adossé à la mer, Pointe-Sarène regorge beaucoup de potentialités. Ici, l'activité principale, c'est la pêche. Dieu merci, cette activité marche très bien. Les pêcheurs font correctement le travail. Ils en tirent profit. J'avais 15 ans quand j'ai commencé cette activité. Actuellement, j'ai plus de 70 ans. J'ai pris ma retraite et la relève est assurée par mes enfants et mes petits-enfants. Je remercie le bon Dieu. Et chaque soir, ce sont des dizaines de pirogues qui amèrent sur cette plage, avec à bord des produits halieutiques. Nous passons le clair de notre temps sur cette plage. Notre activité consiste à préparer ces produits de mer avant leur acheminement dans les grands centres urbains, tels que Mbour ou Bargny. Le charme de Pointe-Sarène, c'est la beauté de son site. Sous peu, cette localité paisible de 6000 âmes sera érigée en station balnéaire, donc attractive aux touristes. Il y a un grand projet initié par la SAPCO qui verra le jour sous peu de temps et qui fera également de Pointe-Sarène une autre zone très attractive au plan touristique, mais également effectivement qui va permettre l'implantation de beaucoup de sites hôteliers. Je crois que c'est ce qui fera l'avenir de cette zone. Pointe-Sarène était pendant longtemps repliée sur elle-même, mais aujourd'hui sa réputation dépasse ses frontières. Et car l'avion de commandement du chef de l'État porte son nom. C'est un grand honneur pour le village, pour l'arrondissement, également pour tout le département. Nous sommes très contents de voir l'avion du président porter le nom de Pointe-Sarène. D'ailleurs, nous lui avons même envoyé une lettre pour lui témoigner de notre reconnaissance. Et par la même occasion, lui demander de venir ici à Pointe-Sarène baptiser l'avion. Une demande qu'il a acceptée. Nous attendons cet événement avec impatience. Un levier sur lequel les autorités administratives et locales s'appuient pour rendre la destination Pointe-Sarène. Merci Ibrahim Diallo. Les principaux acteurs de l'alphabétisation se prononcent sur le programme d'alphabétisation des jeunes filles et des femmes au Sénégal. Une mission de la direction de l'alphabétisation et des langues nationales a sillonné cette région cible pour échanger et faire partager ce projet à toutes les populations concernées. C'est un reportage de Mor Talibé. Le projet d'alphabétisation des jeunes filles et des femmes est en construction. Il verra bientôt le jour. Ainsi, les acteurs à la base sont invités à donner leur point de vue. Je voudrais que le projet pense à s'approcher de ces organisations sociales pour essayer de voir comment faire bénéficier ces jeunes filles-là de ce projet. Parler de l'idée d'initiative novatrice et que c'est un facteur motivationnel du point de vue de l'amélioration, si vous voulez, des enseignements d'apprentissage. Je pense que de ce point de vue-là, c'est bon. Vos contributions, vos suggestions, vos recommandations, ça sera pris en charge dans le document avant de démarrer le programme. Porté par l'UNESCO, la direction de l'alphabétisation et le Centre national des ressources éducationnelles, le projet va être matérialisé par la division de la radio-télévision scolaire. À 8 heures, on écoutait une leçon qui est passée dans toutes les écoles sénégalaises à la même heure et avec le même contenu. Également, vous vous souvenez de l'émission du professeur Iboder Cham, Fenêtre sur l'éducation. Cette émission-là était enregistrée dans les locaux de la DRTS. Chez nous, pour la DRTS, ce projet est surtout important du fait qu'il fait retrouver à la DRTS le rôle qui est le sien, le rôle primordial de la pédagogie. Et ce projet
prendre en charge cette question, surtout dans un secteur très sensible, où cette innovation n'est pas encore très développée au niveau des cibles, même si au niveau peut-être des opérateurs c'est quelque chose de connu, mais au niveau des bénéficiaires souvent, ça n'a jamais été un médium d'éducation et d'enseignement. À terme, les jeunes filles et femmes néo-alphabètes vont se servir de l'ordinateur, du téléphone portable et l'ensemble des outils de communication moderne dans leur propre langue. L'Union des Sénégalais diplômés d'Égypte demande une reconsidération du statut de la langue arabe et sa promotion dans les différents programmes scolaires. Ces diplômés en langue arabe se sont exprimés au cours d'un point de presse auquel Seynabou Diakhane a assisté. Investir tout le patrimoine intellectuel et spirituel du pays pour accélérer l'émergence. Voici en résumé l'appel lancé par l'Union des Sénégalais diplômés d'Égypte, l'USDE. Nous appelons à une reconsidération du statut de la langue arabe d'abord, mais surtout de l'utilisation de toutes les compétences des fils du Sénégal pour le développement de ce pays. Donc nous appelons à une mise en œuvre, n'est-ce pas, d'un système éducatif intégré. Actuellement, il y a 5 régions sur le total des régions du Sénégal où l'arabe domine comme moyen d'alphabétisation. L'USDE a été mise sur pied en 2008 par des cadres sénégalais formés dans des universités égyptiennes. Parmi ces arabisants, des spécialistes qui ne demandent qu'à servir le pays. Quand on parle maintenant de finance islamique et les autres pays, l'orne du côté du Sénégal, que ce soit la France, en disant que certainement il y a des ressources au Sénégal dans ce domaine-là, et pourtant le Sénégal ne voit pas ces ressources-là. Quand on parle d'informatique, les gens l'orne du côté de la France, or en Égypte, il y a beaucoup d'étudiants qui sortent maintenant dans ce domaine-là. Mais parce qu'on a une orientation classique qui met en marge la culture arabo-islamique, on ne voit pas les compétences qui découlent de ce domaine-là. Et on oriente tout le monde vers l'école normale ou bien le FASTEF. Le pays en perd. L'Union invite à tenir en compte l'attachement du Sénégal à la culture arabo-islamique. Les Sénégalais diplômés d'Égypte proposent notamment une réorientation éducative et administrative de notre pays en faveur de la langue arabe. Seynabou Diakhane, nous ouvrons la page internationale de ce journal. Les nouvelles autorités libyennes exigent le rapatriement de Sadi Kadhafi, ce fils de Muammar Kadhafi, réfugié au Niger, appelle à une révolution dans son pays. Et cette attitude met mal à l'aise les autorités nigérianes qui l'accueillent depuis la révolution libyenne dans son pays. Il y aura une rébellion dans tout le pays. Dans une interview par téléphone sur la chaîne Al Arabia, Sadi Kadhafi appelle les Libyens à la révolte. Selon lui, ce soulèvement est imminent. Cet ancien footballeur professionnel de seconde zone, fils de Muammar Kadhafi, qui tient d'ailleurs la caméra sur cette vidéo de famille, est toujours au Niger. Il y a trouvé refuge et protection en septembre après la chute de Tripoli. Niamey l'a accueilli pour raisons humanitaires. Après ses 5 mois d'exil, en Libye, le CNT perd patience. Le Conseil national de transition demande au Niger de lui remettre Saadi ainsi que les fugitifs qui sont avec lui afin qu'ils soient jugés dès que possible. Sadi Kadhafi est aussi recherché par Interpol pour sa tyrannie lorsqu'il dirigeait la fédération de football et la répression des soulèvements en Libye. De son côté, le Niger est agacé par les toutes dernières déclarations de cet invité gênant. Pour autant, il refuse de le livrer, faute de garantie sur un procès équitable. Sadi a violé, on peut le dire, les conditions de son accueil. Notre position reste la même. Nous remettrons Sadi Kadhafi à un gouvernement qui a une justice indépendante et impartiale. Sadi Kadhafi peut donc encore vivre paisiblement dans sa résidence surveillée au Niger, tout comme sa sœur Aïcha, ses frères Hannibal et Mohamed ainsi que sa mère, qui eux ont trouvé refuge en Algérie. Non loin de là, en Syrie, les violences sont toujours aussi vives sur le terrain. Les morts se comptent désormais par centaines. Le chef de la mission de la Ligue arabe, la mission des observateurs, vient de démissionner et la Ligue arabe a convoqué une réunion d'urgence pour ce dimanche. Sur cette vidéo amateur, un véhicule blindé tire dans toutes les directions. Selon l'opposition syrienne, les images auraient été prises ce samedi à Douma, dans la banlieue de Damas. De chaque côté des canons, des portraits de Bachar el-Assad ont été affichés.
Inscrit en blanc sur le flanc du char, le message « Notre lion Bachar ». Douma est un quartier résidentiel situé à 16 km au sud de Damas. Jusqu'à présent, les violences étaient limitées essentiellement aux provinces syriennes. Elles semblent désormais se rapprocher de la capitale, ce qui a forcé l'ambassadeur des États-Unis à Damas à fermer l'ambassade et à quitter la ville. La peur est très répandue à Damas. Les habitants ont peur de l'avenir, du lendemain. Il y a des morts dans les banlieues de la capitale, à 20 minutes du centre-ville. C'est quelque chose de nouveau pour les habitants de la capitale. Samedi, la télévision d'État a annoncé la mort d'un général de l'armée syrienne dans un quartier de Damas. Selon les autorités, un groupe terroriste de 3 hommes l'aurait abattu devant son domicile. Depuis le début de la contestation dans le pays, Damas est sous contrôle militaire très strict. Mais l'instabilité continue de s'étendre. Vendredi, selon les activistes, des affrontements ont opposé les combattants de l'armée syrienne libre et les forces du régime. Des combats qui auraient duré 4 heures à proximité du centre-ville. Je vous l'annonçais dans les titres, une des plus célèbres voix de la musique vient de s'éteindre avec le décès de la chanteuse Whitney Houston. Vous allez tout de suite voir ces images sur le petit écran. La chanteuse Whitney Houston est morte dans sa chambre d'hôtel à Beverly Hills. Les causes de cette mort soudaine sont pour le moment inconnues. Âgée de 48 ans, la chanteuse américaine a vendu plus de 170 millions de disques avant de voir sa carrière sombrer à cause de la drogue et de l'alcool. Whitney Houston devait participer ce dimanche aux Grammy Awards, les Oscars de la musique, ces Oscars qu'elle a d'ailleurs remportés à 6 reprises. Whitney Houston, surnommée La Voix, a dominé la scène musicale de la pop et du soul dans les années 80 et 90. Après l'annonce de cette triste nouvelle avec le décès de Whitney Houston, les réactions de ses fans ont été très nombreuses et l'émotion était très vive. Je vous propose quelques réactions dans cet élément. C'est un choc pour tout le monde. Je ne peux toujours pas y croire. Ça semble tellement irréel. Quand j'ai entendu la nouvelle, ça m'a fait froid dans le dos. C'est si triste. Mon tout premier CD, c'était un album de Whitney Houston. Son deuxième album. Je suis tombé amoureux d'elle dès que je l'ai entendue. C'est une triste nouvelle. C'est vraiment triste. Je suis effondré. Parce qu'on sait toujours quel artiste mourra après. On a déjà perdu Michael. Qui sera le prochain? On est en train de perdre toute une génération d'artistes. Je vais vous chanter My Love Is Your Love du temps où j'étais choriste. My love is your love and your love is my love. It would take forever just to break us. All the chains of armor died. Retour sur la vie de cette diva de 48 ans qui a marqué ses 20 dernières années, surtout avec son célèbre I Will Always Love You, avec sa belle voix et sa vie assez tumultueuse, une vie faite de paillettes entre succès et désillusion, somme toute. Excel, cette chanson tirée du film Où sont les hommes, l'un des plus grands succès de Whitney Houston, actrice et chanteuse, en 1995. Surnommée La Voix, elle est l'une des plus grandes divas pop et soul des années 80-90, des dizaines de millions d'albums vendus dans le monde, 55 millions, rien qu'aux États-Unis. Je suis Whitney. Si diva est le mot, et si c'est vraiment ce que je suis, alors je veux être la numéro 1. Si je dois être la numéro 2, ça ne m'intéresse pas. Le succès, puis la descente aux enfers. Au début des années 2000, les médias relaient ses problèmes de drogue. La chanteuse enchaîne les cures de désintoxication. En 2006, elle divorce de Bobby Brown, le chanteur condamné plusieurs fois pour violence et alcool au volant. Les médias affirment même qu'elle est ruinée. En 2010, elle tente un comeback en Australie. La voix cassée, elle est incapable de terminer son concert. C'est le divorce avec ses fans. C'est le pire concert que je n'ai jamais vu. C'est finalement à l'âge de 48 ans que la voix s'éteint. La veille des Grammy Awards, la diva en avait remporté 6 lors de sa carrière.
Voilà, c'était le mot sur la vie d'Whitney Houston qui met fin à cette édition. Merci d'avoir été en notre compagnie. Bon appétit si vous êtes déjà à table, comme l'a fait Ali Matoli. Au revoir et bon week-end.